Alors, bonjour à tous. Donc, bonjour, bienvenue à ce second webinaire du cycle d'outils au service de la conservation des tourbières des Hauts-de-France et des zones humides associées. J'espère que vous voyez tous bien mon PowerPoint. Ce second webinaire fera donc suite au premier webinaire ayant eu lieu le mois dernier qui présentait le plan régional d'action en faveur des tourbières, avec un zoom plus en détail sur les inventaires des tourbières en Hauts-de-France, l'état d'avancement et surtout la méthode d'inventaire qui a été utilisée pour permettre de cartographier donc ces enveloppes tourbeuses à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, c'est un projet d'inventaire qui s'intègre donc dans ce plan régional d'action en faveur des tourbières qui est financé par les agences de l'eau Artois-Picardie et Seine-Normandie, ainsi que l'Adria Hauts-de-France. Ce plan régional d'action tourbière, je ne vais pas revenir dessus. Il se déroule depuis 2022 jusqu'en 2030 et il a pour objectif un certain nombre d'actions en faveur de la conservation des tourbières régionales, dont ce travail d'inventaire pour arriver à délimiter finement l'ensemble des enveloppes régionales. Je vous invite après, ultérieurement, si vous avez plus d'informations là-dessus, à aller voir les documents dont je vous donnerai le lien en fin de webinaire ou à revenir dès qu'elles seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube sur le premier webinaire. Pour l'organisation de la présentation d'aujourd'hui, l'idée est de vous rappeler un peu rapidement pour ceux qui n'étaient pas présents ce que les tourbières en Hauts-de-France, c'est-à-dire ce que c'est une tourbière, le rôle des Hauts-de-France dans leur conservation, donc de manière assez succincte. Vous présenter la méthode de prélocalisation qui a été mise en place par le conservatoire. La méthode de confirmation qui est utilisée sur le terrain actuellement, puisqu'il y en a eu plusieurs, il y a eu des évolutions au fur et à mesure, la valorisation des données au sein des bases de données du conservatoire, mais aussi des bases de données nationales, et l'état actuel de ces inventaires pédologiques et la poursuite un peu du plan régional et de l'inventaire pour les années à venir. Pour rappel, alors une tourbière, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une zone humide avec un engorgement permanent ou quasi permanent qui permet tout au long de l'année d'observer des conditions anoxiques. Et c'est cet engorgement permanent qui va différencier une tourbière du marais, notamment, où on va observer au cours de l'année des fluctuations plus fortes de l'engorgement. Cet engorgement permanent va permettre également, par dépôt de la matière organique, enfin de la matière végétale morte, qui justement ne va pas arriver à se décomposer du fait de ces conditions anoxiques, va permettre la formation de ce qu'on appelle un histosol. Donc, qu'est-ce que c'est un histosol? Pour aller essayer de le définir assez succinctement, parce que c'est un terme que je risque d'utiliser plusieurs fois au cours de ce webinaire. Déjà, c'est un sol qui va présenter une teneur en matière organique qui va être supérieure à 30% et qui va contenir de la matière organique peu ou pas décomposée du fait de ces conditions anoxiques. C'est plus ou moins ce qu'on appelle assez régulièrement, assez facilement de la tourbe. Vous en avez un exemple à droite où vous avez une carotte qui a été faite en tourbière, où vous voyez à la fois des zones de tourbe assez sombres qui vont contenir donc de la matière organique assez décomposée quand même, mais on voit quand même de gros macro-restes, probablement des bouts de bois qui ne se sont pas décomposés du fait des conditions anoxiques. Alors pourquoi parler de tourbière et de tourbe en Hauts-de-France? Je suis assez succinct sur le volet. C'est qu'on a une certaine responsabilité régionale. La majorité des tourbières en Europe vont se trouver plutôt dans les pays nordiques, donc Norvège, Suède, Écosse, avec la majorité des habitats et des surfaces de tourbières qui vont se retrouver donc dans ces régions européennes. Et par contre, en région, on a ce qu'on appelle des tourbières alcalines, c'est-à-dire des tourbières avec un pH basique qui vont être alimentées directement, donc, en théorie en tout cas, par la nappe de la craie, qui vont présenter donc une végétation atypique et associée à ces caractéristiques alcalines. Et si vous regardez à droite le graphique en fait, qui est issu de l'Atlas des tourbières européennes qui est sorti en septembre 2023, vous voyez que ces tourbières alcalines ou alkaline fens représentent que 5% de l'ensemble des tourbières à l'échelle européenne et elles représentent la majeure partie des tourbières qu'on va retrouver en Hauts-de-France. Donc même si on n'est pas forcément la zone en Europe qui a le plus de tourbières, on a quand même beaucoup de tourbières alcalines, ou en tout cas d'anciennes tourbières alcalines qui sont peut-être plus actives actuellement,
qui présente que cette toute petite partie des tourbières, ce qui fait qu'on a une responsabilité importante pour la conservation et la restauration de ce type de tourbière particulier. Alors, on s'en est, enfin, pour donner un peu d'historique, le conservatoire s'est rendu compte donc enfin pas le conservatoire, mais les acteurs du territoire se sont rendus compte un peu avaient connaissance de l'existence des tourbières alcalines en Hauts-de-France, mais on n'avait pas connaissance en tout cas de degré de responsabilité, de la répartition de ces tourbières et de ces enveloppes-là au début des années 2010. Enfin, et c'est pourquoi ils ont lancé à l'époque dans les anciennes régions des programmes d'inventaire et de cartographie de ces enveloppes tourbeuses. Donc, ce soit l'inventaire et la cartographie des tourbières de Picardie ou le diagnostic préalable du Nord-Pas-de-Calais. Alors, qui sont des méthodes différentes, hein. En Picardie, c'était vraiment un inventaire cartographique avec des inventaires de terrain sur 4 territoires qui ont été couverts entre 2014 et 2017, que ce soit en moyenne et haute vallée de la Somme ou dans le Pays de Bray et la vallée de l'Ardon. En Nord-Pas-de-Calais, ça correspondait plus à un diagnostic préalable basé un peu comme ce qu'on va vous présenter sur la pré-carto, sans forcément énormément d'inventaire de terrain, mais qui a permis déjà de délimiter un certain nombre d'enveloppes potentiellement tourbeuses dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc en 2020, à la fusion des régions et également au début du développement du plan régional d'action en faveur des tourbières, il y a eu la volonté d'homogénéiser ces méthodes et d'apporter une méthode de cartographie et d'inventaire qui soit valable à l'échelle de toute la région Hauts-de-France et qui a donc été inscrite dans le plan régional d'action tourbière, qui a débuté un peu avant, mais qui s'inscrit dans le plan régional d'action. Et l'objectif de cette poursuite de l'inventaire et cette méthode d'inventaire Hauts-de-France avait pour objectif donc déjà de concilier les méthodes préexistantes, de les standardiser, d'arriver et d'essayer au travers de ces inventaires d'acquérir des données pour essayer de mettre en place une typologie des tourbières qui soit valable pour l'ensemble des Hauts-de-France et d'acquérir bien sûr à côté des données brutes alliant flore et pédologie et majoritairement enfin, de délimiter réellement in situ les enveloppes tourbeuses pour essayer après de travailler sur d'autres volets, notamment des volets ressources en eau, des volets de travail avec les différentes institutions, les différents acteurs du territoire, avec vraiment une cartographie bien délimitée et fine des enveloppes tourbeuses présentes en région Hauts-de-France. Et tout ce travail-là, il est passé par une méthode de prélocalisation complétée par une confirmation de cette prélogue sur le terrain. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça précède un peu le plan régional d'action qui date donc de 2022, puisque la prélocalisation, première méthode de prélocalisation à l'échelle de France date de septembre 2020. Sachant qu'une mise à jour est actuellement en train d'être finalisée, notamment mise à jour des méthodes d'inventaire de terrain et des données qui sont intégrées dans cette prélocalisation et qui sera publiée au premier trimestre 2025. Pour vous présenter le plus clairement possible cette prélocalisation, je ne rentrerai pas forcément dans le détail de toutes les détails des couches gardées pour cette prélocalisation. Et il ne faudra pas hésiter à poser des questions ou à aller voir directement dans le fichier méthode qui est disponible sur le site du conservatoire. L'objectif de cette pré-cartographie, quand elle a été montée, c'était d'estimer le rôle des Hauts-de-France dans la conservation des tourbières alcalines, donc vraiment arriver à estimer assez rapidement la responsabilité des Hauts-de-France dans la conservation des tourbières, donc la surface potentiellement en tourbe. Aussi optimiser et hiérarchiser les inventaires de terrain, puisque vous le verrez, on a quand même beaucoup de zones qui sont potentiellement tourbeuses, pour lesquelles il faut avoir une confirmation de terrain, et avoir un premier outil de travail et de discussion avec les acteurs du territoire pour essayer de les sensibiliser aux problématiques tourbières et les inclure justement dans cet inventaire. Et c'est un peu également l'objectif de ce webinaire, de vous montrer comment ça marche pour pouvoir essayer de démultiplier les acteurs capables de réaliser cet inventaire. Cette précartographie, le repérage des tourbières potentielles se base sur la préparation et la superposition d'un certain nombre de couches géographiques, enfin de superposition de données, des données habitat, des données flore, des données pédologie, des données géologie.
L'ensemble de ces données va être donc rapporté à l'échelle des Hauts-de-France et réparti extrait avec un maillage d'1 kilomètre de côté. Pour rentrer un peu plus précisément, on a 7 sources de données qui correspondent à donc, ces différentes couches extraites. On a des données habitat qui vont correspondre à une seule couche, qui correspondent au rassemblement et à la fusion des données présentes dans les DOCOB, dans la base de données habitat du conservatoire, et assez récemment certaines données du projet Carab. Vous allez avoir une source de données Flore qui est en fait extrait de Digital 2 avec des flores indicatrices de tourbières, des données géologiques, donc issues des inventaires géologiques régionaux et de la baie d'Elisa, enfin, notamment également des inventaires des données hydro, des données pédologiques issues de l'inventaire pédologique national et de l'inventaire des mines. Donc au total, ça fait 7 couches de données, une couche habitat, une couche flore, deux couches pédologie, 2 couches géologie et une dernière couche qui correspond en fait au sondage qu'on avait déjà en base de données, au sondage déterminant tourbière qu'on a également inclus pour avoir une idée des potentialités tourbeuses dans les différentes mailles. La mise en place de cette cartographie se passe en différentes étapes. D'abord, une première étape d'importation de toutes les données IGS, les données Flore, les données Habitat. L'extraction des données qu'on estime indicatrices. Donc, c'est des données, là, je ne rentrerai pas forcément dans ces détails-là, mais on a sélectionné dans les données IGS, dans les données Flore, dans les données Habitat, des habitats qui pourraient être indicateurs de tourbière, des espèces indicatrices de tourbière, des UCS, des UCS histosol, donc pour vraiment aller plus précisément. Et on a intercepté donc, ces données IGS, Flore et habitat indicatrices qu'on a récoltées à l'échelle des Hauts-de-France et on les a interceptées à l'échelle de la maille d'1 km². Une fois qu'on a donc récolté ces données, qu'on les a extraites à l'échelle d'1 km², on a mis en place un certain nombre de règles conditionnelles pour savoir si justement cette couche rapportait un point ou non à la maille. Pour être plus clair, donc vous avez par exemple dans les données IGS des polygones au niveau d'une maille donnée qui sont marqués comme histosol. Si ces polygones histosol représentent en termes de recouvrement plus de 25% de la maille d'1 km², on estime que cette maille a une valeur et est considérée comme potentiellement tourbeuse avec la couche IGS, et donc elle reçoit un point. On a fait le même travail pour la flore avec la présence ou l'absence de flore indicatrice. Si vous avez présence de flore dite turficole au sein de la maille d'1 km², on lui donne un point pour la potentialité tourbe liée à la flore. Et pareil pour l'habitat et l'ensemble des 7 couches qu'on avait initialement. Ce qui permet d'obtenir en tout cas une note pour chacune des mailles variant de 0 à aucune potentialité tourbeuse jusqu'à 7 si toutes les couches utilisées pour déterminer les potentialités tourbeuses indiquaient la présence potentielle de tourbe dans cette maille. Donc des valeurs qui vont de 1 à 7 de potentialité tourbeuse. Cette opération, elle est réalisée donc, pour l'ensemble des mailles, pour toutes les couches de données indicatrices tourbières. Et ça permet de repérer donc, des mailles intéressantes par leur valeur de leur indice de potentialité, qui correspond donc au cumul des différents indices de potentialité calculés pour chacune des couches sources. Donc imaginons par exemple avec l'exemple que vous avez ici, si dans l'IGS, le recouvrement en histosol est inférieur à 25%, la maille ne reçoit pas de points de la part de l'IGS. Pour les données Flore, on a présence de données de flore indicatrice tourbière, la maille reçoit donc un point. En termes d'habitat, pareil, on a un recouvrement supérieur à 10% d'habitat catégorisé tourbeux dans notre méthode. La maille reçoit également un point. Au total, cette maille, elle aura reçu 2 points. Bon, là, je vous ai fait l'exemple avec 3 couches uniquement, mais il faut imaginer que vous avez 7 couches où ce traitement est fait pour savoir si la maille reçoit une valeur de potentialité ou non. Et ce travail nous permet d'obtenir un exemple, la carte que vous avez sur la droite, avec des mailles qui vont s'allumer de manière plus ou moins foncée en fonction de leur indicateur de potentialité de présence de tourbe.
Ces indicateurs de potentialité de tour, pour simplifier un peu la lecture de la carte, on les a catégorisés en 3 grandes catégories. Potentialité faible, qui correspond en fait à une note de 1 sur 7. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu clair. D'une potentialité moyenne, qui correspond à des notes entre 2 et 3 sur 7. Vous voyez en violet foncé. Et une potentialité forte de présence de tourbe pour une maille qui a une note qui varie entre 4 et 7 sur 7. On s'est retrouvé donc avec ce maillage à 1 km², mais qui avait le défaut d'intégrer des zones agricoles, d'intégrer des zones urbanisées quand même, du fait du niveau de précision de l'analyse. Dans la méthode 2020, il y avait un travail qui était réalisé au travers de l'intersection avec d'autres couches cartographiques, notamment les zones de recouvrement artificiel, les zones de sol artificialisées, les zones de forêt, les zones de culture, qui, si dans la maille, ces zones excédaient 75% du recouvrement, la maille était considérée comme non potentiellement tourbeuse et retirée des mailles potentiellement tourbeuses et considérées comme non conformes. En 2024, on a décidé de simplifier un peu cette méthode en réalisant une découpe du maillage qui était fait à l'échelle 1 km² par la couche zone à dominance humide, qui permet un peu déjà de faire le même travail que ce qui avait été fait en 2020, mais également de vraiment se centrer sur les zones humides qui sont déjà cartographiées à l'échelle des Hauts-de-France. Une fois donc tout ce travail réalisé, vous obtenez la carte que vous avez sur la droite, qui correspond donc à un travail de prélocalisation basé sur les données disponibles que je vous ai citées avant. Donc il y a potentiellement d'autres données qui permettraient de cartographier plus finement ou d'allumer d'autres mailles, mais dont on n'a pas forcément accès. C'est un résultat qui est en cours d'affinage par les experts régionaux, notamment du Conservatoire botanique, où on repasse un peu plus finement sur l'ensemble de ces mailles pour savoir si le fait qu'elles s'allument est pertinent ou non, ou si éventuellement d'autres mailles doivent s'allumer et ne se sont pas allumées faute de présence de données. On observe notamment des fois des petits trous dans la raquette au niveau de la vallée de la Somme, alors que l'ensemble est probablement tourbeux. Et donc, c'est un travail d'affinage qui est réalisé actuellement avec différents experts régionaux. Et bien sûr, ces données-là que vous voyez là, si elles vous intéressent, elles sont disponibles sur demande et on peut vous transférer cette carte, voire une partie un peu plus affinée à l'échelle de votre zone d'intérêt. Et donc, vous voyez, on retrouve les enveloppes assez classiques, assez attendues en potentialité tourbeuse. On retrouve la vallée de la Somme, qui est relativement tourbeuse, que ce soit dans la moyenne vallée de la Somme, basse vallée de la Somme ou haute vallée de la Somme. On retrouve bien l'Avre, on retrouve l'Authie et les marais arrière-littoraux. Dans l'Oise, on retrouve la vallée du Terrain, les marais de Sassy. Dans l'Aisne, on retrouve toute la zone du Lannoy, les marais de la Souche. Voilà. On retrouve la vallée de l'Ourcq ici, qui est également en potentialité tourbeuse. Dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on va retrouver l'Authie, on retrouve les marais de Guînes, du Romelard, etc., les marais d'Audomarois, et on va retrouver la vallée de la Sensée et quelques zones au sein du parc naturel Scarpesco. Donc voilà l'état actuel de la pré-cartographie sur laquelle on se base pour essayer d'identifier les zones d'inventaire à réaliser. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même un travail assez important en termes de surface, puisque là, on est à l'échelle des Hauts-de-France. Chaque maille correspond à 1 km² plus ou moins redécoupé par les zones de dominance humide. Et c'est pourquoi on a fait un travail en parallèle. Déjà, un travail pour identifier et rassembler un certain nombre de données précises existantes déjà en termes de données pédologiques, que ce soit via les données BRGM, les données des partenaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des données pédologiques, à nous les transmettre. On les intégrera dans cet inventaire. Les données des plans de gestion, etc., pour essayer de limiter un peu le nombre de mailles à inventorier, ou prioriser en tout cas ces mailles. Et puis, il y a un second travail de priorisation des zones d'inventaire qui a été réalisé sur la base de la fraîcheur des données flore. C'est-à-dire, on a catégorisé en fonction de l'indice de potentialité de chacune des mailles et de la période des dernières données flore déterminantes tourbières. On a catégorisé chacune des mailles en 3 catégories. Par exemple, si vous reprenez le tableau là, qui est situé ici en bas, si vous avez des données plus anciennes que 1974,
de potentialité tourbière faible, vous avez une priorité d'inventaire 3, c'est-à-dire une priorité d'inventaire assez faible. À l'opposé, si vous avez des données flore qui sont plus récentes que 2024, qui ont un indice de potentialité élevé, eh ben, vous avez un indice une priorisation d'inventaire à 1, ou qui nous conseille donc d'aller rapidement confirmer ou infirmer la présence de tourbe dans ces zones-là. Vous avez un exemple sur la vallée de la Canche, de l'Authie et les marais littoraux sur votre droite, où vous voyez en rouge les mailles qui sont en priorité d'inventaire 1, donc qui ont nécessité d'aller assez rapidement, enfin être prioritaires dans l'inventaire des enveloppes tourbes. Vous observez également des priorités 3 en vert, et en jaune, c'est pas forcément très visible, les inventaires intermédiaires qui nous permettent un peu de prioriser les inventaires de terrain. Après, vous avez ici probablement d'autres mailles qui devaient être allumées avant, qu'on ait déjà les inventoriées dans le cadre des travaux réalisés dans le plan régional d'action tourbière ou préalable à ce plan régional d'action tourbière. Donc voilà les données sur lesquelles on se base, qui sont disponibles donc, en pré-cartographie, et tout ça, il faut aller le confirmer sur le terrain. Donc cette confirmation sur le terrain, elle se base par une méthode et une approche principalement pédologique, mais qui va être complétée par des informations flore et végétation. Donc l'approche de terrain est basée sur l'identification de tourbières ou cryptotourbières avec une approche, une envie qu'elle soit restaurable ou en tout cas qu'elle puisse être conservée, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les tourbières en surface, c'est-à-dire on ne va pas descendre pour l'instant au-delà d'1,20 m de profondeur, en tout cas dans cette première partie du protocole, où on aurait éventuellement des possibilités de restauration ou de conservation. On va le faire via une approche prioritairement pédologique, mais qui va être complétée par pas des inventaires, mais en tout cas des inventaires végétation et flore à partir d'une liste, on en discutera un petit peu après, de végétation et de flore déterminant tourbière qui a été discutée avec le conservatoire botanique, qui sera noté s'ils sont présents ou absents lors de l'inventaire. Il y a donc déjà un premier travail dans le protocole à l'échelle de la maille. Une première étape de définition de ce qu'on appelle une zone d'inventaire pertinente, c'est-à-dire en fait qui correspond soit à la maille dans son ensemble, si on estime qu'il faut aller tester la maille dans son ensemble, ou une zone à l'intérieur de cette maille qu'on définit plus pertinente à dire d'experts une fois qu'on a extrait des zones cultivées, des chemins ou sur la base de données flore qui sont disponibles et qui sont un peu plus localisées à certains endroits. Donc, pareil, toujours pour essayer d'accélérer un peu la méthode d'inventaire. L'étape 2, c'est donc la mise en place d'un transect par zone d'inventaire pertinent qui soit perpendiculaire au gradient d'hydromorphie ou perpendiculaire au cours d'eau, qui peut être par exemple l'Authie, la Canche, etc. Avec un sondage qui est réalisé, a priori un sondage central qui va être décrit dans son ensemble, donc c'est le sondage que vous voyez ici, et puis un sondage tous les 75 mètres le long de ce transect jusqu'à atteindre au final les limites de l'enveloppe tourbeuse, c'est-à-dire les limites des inventaires pédologiques où on va trouver de la tourbe. Et à noter qu'à minima doivent être décrits en détail, je vous préciserai plus tard les détails, le sondage central et les deux sondages aux extrémités, et tous les sondages dits auxiliaires qui se retrouvent entre ces trois sondages peuvent faire l'objet d'une description un peu plus légère, notamment incluant la profondeur d'apparition, l'épaisseur et l'état de dégradation de la tourbe uniquement, et pas tous les autres horizons qui pourraient apparaître entre les deux, et qui seraient intéressants de décrire dans une description complète des sondages. Lors de cet inventaire de terrain, et lorsqu'on décrit donc ces sondages de manière précise, on va noter un certain nombre d'informations avec une fiche terrain qui est en cours de mise à jour, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément présenté ici, mais qui va inclure le nombre d'horizons observés sur ce sondage d'1,20 m, la profondeur d'apparition de l'ensemble de ces horizons, leur texture, la structure, c'est-à-dire grumeleuse, lamellaire, etc., la présence ou l'absence de traces d'hydromorphie, et la dégradation de la matière organique, et si présence de tourbe il y a, le type de tourbe et optionnellement les macro-restes. Si on zoome un peu sur les types de tourbes, il existe donc trois grandes
catégories d'état de la tourbe. On va parler de tourbe fibrique, mésique ou saprique en fonction de son état de dégradation. La tourbe fibrique, ça va être véritablement des restes végétaux, de la matière organique non décomposée ou quasiment non décomposée, où tous les constituants vont pouvoir être identifiés et ils sont très peu dégradés. C'est ce que vous avez sur la première photo. On reconnaît bien les radicules, les restes de carex ou de phragmites. Mésique étant la version intermédiaire, où on observe la dégradation donc, de cette matière organique, avec l'apparition, on voit toujours un certain nombre d'ensembles de restes végétaux qui sont plus ou moins identifiables en fonction du gradient de dégradation dans lequel on se trouve, mais vous avez quand même des traces de dégradation assez fortes tout autour. Et enfin, saprique, qui correspond à pas mal de tourbes en région, qui correspond à de la tourbe assez dégradée, où les macrorestes sont assez difficiles à identifier, mais qui est quand même très noir et très riche en matière organique. Et on retrouve quand même un certain nombre de fibres, mais qui ne seront pas identifiables. On peut noter également donc, le type de macro-reste. Ça, on a des clés d'identification pour nous aider. Ce n'est pas quelque chose qu'on note obligatoirement, mais quand on peut, on note les macro-restes qui sont présents donc, dans cette tourbe. On réalise également sur ces horizons tourbeux un test FODPOST qui permet de classer les tourbes en fonction de fibrique, mésique ou saprique avec une mesure de terrain. Alors, ce n'est pas une mesure idéale, hein. Il y a plein de défauts, mais ça nous permet en tout cas de répartir un peu nos tourbes qui vont de tourbes non décomposées, donc qui est ce qui va être une valeur H1 dans un test FODPOST, donc une tourbe non décomposée. Alors, un test FODPOST, vous prenez un échantillon de tourbe de la taille de votre main, enfin d'un œuf dans votre main, vous le saturez en eau, vous pressez cet échantillon, et l'idée, c'est de regarder comment se comporte cet échantillon quand vous le pressez dans votre main. Et ça va se baser sur deux principes. Un, est-ce que l'échantillon ressort par vos doigts de votre main, et la couleur de l'eau qui ressort donc de votre échantillon. Et ce test FODPOST permet de classer les échantillons de tourbe sur une échelle de H1 à H10, H1 étant une tourbe non décomposée qui libère une eau limpide quand on la presse, que les résidus végétaux sont facilement identifiables et il n'y a pas de matériel amorphe qui sort des mains. Et à l'opposé, une tourbe H10 va être une tourbe complètement décomposée dont la structure et les constituants vont être indiscernables. On a toujours 30% de matière organique, mais complètement indiscernable, et tout le matériel va s'échapper quand vous le pressez entre vos doigts. Donc tout ça, c'est des informations qu'on note sur le terrain pour les données pédologiques et qui nous permettent de savoir si un sondage est déterminant tourbière ou non. C'est-à-dire si dans le cadre du plan de cet inventaire, on estime que ce sondage est déterminant tourbière, il y a plusieurs possibilités. Soit on se retrouve avec la tourbe en surface, donc un horizon fibrique, mésique ou saprique. On n'est pas forcément fermé au niveau de l'état de dégradation, et cette épaisseur fait plus de 10 cm. Donc à ce moment-là, si cet horizon apparaît en surface et qu'il fait plus de 10 cm, on est en déterminant tourbière, et on est même en déterminant 1. Si en surface, on n'a pas un horizon tourbeux, donc fibrique, mésique ou saprique, mais qu'on a un horizon organique, mais par contre qu'on a un horizon tourbeux qui apparaît à moins de 40 cm de profondeur et qui fait plus de 40 cm d'épaisseur, on est dans un cas de déterminant tourbière également, mais déterminant tourbière 2. Et le troisième cas de figure, cet horizon tourbeux, il n'apparaît pas avant 40 cm de profondeur, mais il apparaît entre 40 et 80 cm de profondeur. Il fait toujours de manière cumulée plus de 40 cm. Et vous observez dans votre zone d'inventaire des sondages déterminant 1 ou déterminant 2. Vous vous trouvez alors également dans un sondage déterminant de tourbière, mais déterminant 3. Tous les autres cas de figure, pour l'instant, sont non déterminants de tourbière. On rajoute à partir de 2024 la notion d'épitourbière qui correspond en fait à la présence de flore turficole, c'est-à-dire de flore associée aux zones aux tourbières, mais qui sont arrivées trop récemment pour permettre la formation de plus de 10 cm de tourbe, qui sera un cas un peu particulier. Enfin, en complément de ces inventaires pédologiques, on les complète par des inventaires de terrain sur la végétation et la flore.
notamment via un repérage donc, des végétations turficoles lorsqu'on fait notre inventaire le long du transect et autour de nos sondages, avec des végétations qui ont été déterminées avec les spécialistes, notamment le conservateur botanique, qui ont des affinités pour les conditions hydropédologiques typiques des tourbières. Et pour cela, on a fait donc deux listes. Une liste lot 1 de cœurs turficoles qui sont vraiment déterminants de tourbière, qu'on estime vraiment déterminants de tourbière, et une liste qu'on utilise assez peu de lot 2 qui sont des espèces un peu à plus large amplitude, voilà, qui sont également notées. Donc, c'est des informations qu'on note lorsqu'on fait notre insecte et nos inventaires. Et on a une liste de 45 taxons qui font partie de ce lot 1, donc qui vont du groupement Aenus glutinosa aux végétations à speigne, aux végétations, enfin, à tout un type de syntaxons, qui sont disponibles, pareil, en annexe de la méthode. On a également l'inventaire de la flore turficole. Pareil, c'est une flore qui a avec des affinités pour les conditions hydropédologiques typiques des tourbières, qui peuvent être retrouvées autre part que les tourbières, mais qui en région indiquent un fort potentiel tourbière. Et pour ça, en fait, on fait un inventaire dans un rayon, dans un périmètre de 25 mètres autour de notre sondage, et on note toutes les espèces de notre liste d'espèces turficoles. Pareil, on a deux listes avec une liste d'espèces de cœurs turficoles, une liste d'espèces à plus large amplitude écologique. Et on note leur présence dans un rayon de 25 mètres autour de notre sondage, et puis de manière opportuniste si on les trouve le long du transect. Vous avez quelques exemples ici d'espèces de la liste. On retrouve Scorpidium cossoni pour les bryophytes. Vous avez également, pour ceux qui ont le bon Dieu, Campyllium stellatum. Vous avez les comarets des Comarum palustré, Dryopteris cristata. Enfin, il y a une liste de 69 taxons qui sont pris en compte lors de nos inventaires. Mais on ne cherche pas forcément à les localiser précisément, c'est juste est-ce qu'ils sont présents ou absents tout autour de notre sondage. Donc voilà un peu pour la méthode de précartographie, la méthode de terrain également présentée assez succinctement. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez un accompagnement pour qu'on vous montre comment faire la méthode, pour que vous puissiez après directement vous la réaliser sur le terrain. Mais une fois qu'on a produit toutes ces données, il y a aussi un fort travail de valorisation de ces inventaires dans différentes bases de données nationales et régionales. Et donc, on s'est attelé beaucoup, surtout cette année, à valoriser un maximum ces données pour qu'on puisse, qu'elles ne soient pas juste produites pour être produites, mais qu'elles puissent être utilisées dans les délimitations des zones humides, dans les documents agricoles, etc. Et donc, on a une bancarisation qui se fait bien sûr en interne sur nos bases de données habitat, bases de données flore, bases de données hydro, bases de données pédologiques qu'on a au sein directement du conservatoire, et un projet Tourbière qui est dans notre base de données qui sert notamment à intégrer la délimitation des enveloppes. Et on a une valorisation de ces données dans les bases de données nationales et régionales, donc soit les données faune-flore dans la base de données SINP. Alors, donc pour les données hydrologiques dans la base de données HADES, alors on a mis un peu longtemps à avoir nos codes, mais on les a enfin, donc on va rentrer les données là-dedans. Ce n'est pas encore le cas actuellement, mais c'est en cours. Et les données pédologiques, depuis cette année, pour le projet Tourbière, sont intégrées dans la base de données DONSOL, donc qui a été créée par l'INRA et qui nous permet un peu d'homogénéiser nos données pédo et notamment nos données tourbes, avec certaines informations qu'on est obligé par contre de bancariser en interne, qui ne sont pas possibles encore d'intégrer sous DONSOL. Et enfin, pour tout ce qui est délimitation des enveloppes tourbeuses, on utilise actuellement l'outil GWERN, qui a été donc monté par le Forum des marais atlantiques, pour justement délimiter ces enveloppes tourbeuses et rattacher un maximum d'informations sur les habitats et les espèces observées, et sachant que c'est ces données produites sous GWERN qui après sont intégrées donc dans le RP des ZH, qui va correspondre aux zones humides que vous pouvez voir qui vont être délimitées, avec vraiment un objectif que les délimitations de nos enveloppes servent après dans d'autres documents. Et on intègre également ces données vont être intégrées dans Géo de France pour multiplier un peu les sources, enfin les zones où nos résultats, nos inventaires peuvent être observés. Sachant qu'ils vont aussi être utilisés, je ne l'ai pas noté là, mais dans l'Atlas national des tourbières qui est actuellement en cours de réalisation par le laboratoire Chrono-Environnement qui réalise une cartographie, un atlas des tourbières de toute la France. Parler un peu d'état d'avancement et de la poursuite de ce projet-là, pour centrer principalement sur justement cet inventaire.
Vous avez donc la carte des potentialités au centre. Vous avez sur la droite la localisation actuelle de toutes nos données pédo que l'on a. Alors là, on est assez dézoomé à l'échelle des Hauts-de-France, donc vous avez l'impression que tout est bien inventorié, enfin dans certaines zones, mais il reste énormément de petits trous dans la raquette un peu partout. Mais on voit bien que la vallée de la Somme est relativement bien inventoriée, notamment pour la moyenne vallée de la Somme et pour enfin, la moyenne vallée de la Somme. Vous avez des données aussi qui sont en basse vallée de la Somme, qui ne sont pas intégrées encore en bas, c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas. Et c'est la même chose pour la haute vallée de la Somme, où il reste un certain nombre de zones à confirmer, mais où on a des données, notamment via le Life Anthropophène ou nos plans de gestion. Vous avez également beaucoup de données qui sont présentes ici, à proximité de Saint-Quentin. Il nous reste donc dans la Somme plutôt la vallée de l'Avre, la vallée de l'Ancre et des affluents de la Somme qui seront donc à reconfirmer en 2025. Pour ce qui est de l'Oise, on retrouve donc les marais de Sacy qui ont été inventoriés. Vous voyez que la vallée du Terrain manque un peu d'inventaire, donc ce qui est prévu également en 2025. Également pour la vallée de l'Ourcq, mais on a des données assez voilà, présents également dans l'Oise. Dans l'Aisne, donc vous avez tout le Lannoy, qui est pas mal inventorié. Vous avez les marais de la Souche, bon, on a l'impression qu'il y a énormément de données, mais manque encore un peu d'inventaire dans cette zone-là pour être plus précis. Vous voyez ici en vert clair, c'est les inventaires qui ont été entrés en base cette année. Bon, il y en a certains qui manquent encore, mais qui manquent quand même qu'il y a un travail qui est fait cette année. Vous avez les données en vallée de la Sensée, qui est une vallée très tourbeuse, même si la tourbe est dégradée, mais on trouve énormément de tourbes en vallée de la Sensée. Vous retrouvez les sites de Marchienne et de Vray dans le parc Scarpesco. Des données, ici c'est Merqueguem, mais vous avez également, vous voyez qu'il manque les données de Guine, de l'Audomarois, qui sont des données que l'on sait produites, mais qui n'ont pas encore été intégrées en base, puisqu'il faut que je les récupère au sein des documents qui nous ont été transmis par nos différents partenaires. Donc il y a encore un certain nombre de données qui doivent être intégrées. Nous restera donc à faire dans l'année à venir, continuer dans la vallée de la Sensée, la vallée de l'Avre, les différents affluents de la Somme, la vallée de l'Ourcq, la vallée du Terrain, confirmer la vallée de la Canche, les marais littoraux-picards, etc. Enfin, plein de petites zones qui sont encore à confirmer et à renforcer. Et donc pour ça, notamment, on met les bouchées doubles l'année prochaine en termes d'inventaire pour essayer d'ici la fin de l'année prochaine, au tout début 2026, à vous fournir une carte validée sur le terrain des enveloppes tourbeuses en France. Donc, quelle va être la poursuite en fait de ces inventaires au-delà de 2025? Là, je parle dans du très long terme, c'est qu'au-delà de l'inventaire surfacique, on va partir sur une estimation des volumes régionaux où là, on va essayer d'aller dans des inventaires plus profonds que 120 cm, donc plus profonds qu'uniquement des inventaires de surface, pour estimer le volume de tourbe et à terme les taux de carbone également dans cette tourbe pour avoir un peu le rôle à l'échelle régionale de stockage des tourbières des Hauts-de-France pour le stockage du carbone, puisque vous êtes, je n'espère pas sans le savoir, que ces tourbières ont un rôle très important dans le stockage de carbone, puisqu'elles stockent plus de 1400 tonnes de carbone à l'hectare pour une épaisseur d'un mètre, un mètre de tourbe, soit quasiment 10 fois plus que les forêts. Cette cartographie, elle a un peu objectif, et c'est pour ça qu'on travaille dessus, d'optimiser les actions en lien avec la gestion des ressources en eau et les pressions régionales sur ces tourbières, d'identifier et de cibler les actions en faveur de leur conservation, d'améliorer l'identification et la sensibilisation des acteurs territoriaux concernés, d'autant plus s'ils ont clairement, s'ils se sentent concernés sur leur territoire avec la cartographie précise des enveloppes tourbeuses qui les concernent, et une optimisation, bien sûr, toujours des connaissances faune, flore, habitat et fonctionnement et des enjeux régionaux, que ce soit en termes de conservation d'espèces, de conservation d'habitat, de ressources en eau, etc. Je profite de ce webinaire pour, comme au premier webinaire, en profiter pour vous expliquer comment vous pouvez vous impliquer dans ce plan régional d'action, que ce soit au travers ne serait-ce que de la connaissance du plan régional d'action et de la méthode d'inventaire, qui est disponible ici. Vous avez l'adresse ici, un QR code pour essayer de vous rendre, de vous inscrire à ce cycle de webinaire où il va y avoir pas mal d'outils qui vont être présentés en faveur de leur conservation et de leur évaluation.
Et enfin, participer directement à l'inventaire régional, soit via les formations régional, soit via les formations qui ont été dispensées. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être ont pu profiter des formations dispensées dans le cadre du plan régional d'action tourbière sur les inventaires bryologiques ou les inventaires pédologiques en tourbière, via des accompagnements si vous nous sollicitez pour faire réaliser ces inventaires, ou via la remontée de données et d'informations, des données existantes que vous avez en base pédologique, peu importe leur qualité. On fera le tri après, mais pour essayer d'avoir un maximum de données sur les enveloppes tourbeuses ou zones humides à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, vous avez mon adresse mail là que vous avez eu dans les différents échanges pour me transmettre un peu ces données. Et vous avez mes informations téléphoniques si vous souhaitez me contacter pour avoir plus d'informations sur la méthode ou sur comment transmettre vos données, participer ou être formé. Je vous remercie de votre écoute. J'étais un peu plus long que prévu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et je vous annonce tout de suite le prochain webinaire qui aura lieu le 13 décembre avec Sébastien qui est présent ici également à ce webinaire, je vois qu'il s'est connecté, où on va co-présenter donc avec Sébastien du Forum des Marais Atlantiques, toujours dans ce cycle d'outils au service de la conservation des tourbières et zones humides associées, la boîte à outils BIMBAP, donc boîte à outils milieu humide, boîte à indicateurs, pardon, milieu humide, bassin Artois Picardie. Voilà, donc qui aura lieu assez rapidement puisque c'est le 13 décembre avant que tout le monde parte en vacances. Pareil, 16h, 17h en visio. Je vous enverrai toutes les informations et le résumé en début de semaine prochaine pour ceux qui seraient intéressés. Voilà.